Bienvenue et bonjour Valérie Ayé. Bonjour. Et merci de votre présence et votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes la tête de liste Renaissance aux élections européennes et beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs vous découvrent ce matin. Alors Valérie Ayé, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter ou nous résumer l'Europe que vous défendez et pour laquelle vous êtes engagée dans ce scrutin? Oui, l'Europe que je défends, c'est une Europe de conviction. Moi, je suis convaincue qu'on a besoin d'Europe, que les Français ont besoin d'Europe. Et depuis 2019, au Parlement européen, avec mes collègues de la majorité présidentielle, on transforme l'Europe. Parce que oui, on croit dans l'Europe, mais on a aussi besoin de la réformer. Et depuis 2019, on est en responsabilité et à la manœuvre. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples de ce qu'on a fait. Je vous en donne un. Il y a 5 ans, l'un des points qui faisait l'actualité de cette campagne, c'était le fameux plombier polonais. Qui parle encore du plombier polonais ? Plus personne, tout simplement parce que sur ce mandat-là, on a résolu le problème pour s'assurer qu'à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail. Donc cette Europe, c'est une Europe de conviction, avec la certitude et la conviction que c'est en renforçant l'Europe qu'on renforcera la France, et évidemment avec cet enjeu de la réformer de l'intérieur. Réformer de l'intérieur, dites-vous. Donc quand vous dites qu'il faut plus d'Europe, c'est pas plus de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est pas plus de l'Europe de Madame von der Leyen, si je vous entends bien, c'est une autre Europe, vous aussi. C'est plus d'Europe et mieux d'Europe. On a construit depuis 2019 des coalitions, texte par texte, au Parlement européen pour transformer cette Europe. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a fait. Par exemple, la régulation des géants du numérique pour s'assurer que quand les enfants vont sur Internet, ils ne sont pas soumis à des fake news ou à des contenus haineux. C'est une régulation qui est inédite au monde. On a fait le chargeur unique, par exemple, sur les téléphones pour qu'il y ait plus, on soit plus embêté entre 15 chargeurs différents selon les outils qu'on a à disposition. On a aussi fait le plan de relance, par exemple, qui a permis de sauver des centaines de millions d'emplois. Et alors, par exemple, très concrètement, sur nos agriculteurs, ils manifestent de nouveau leur colère. Valérie Ayé, ils seront reçus tout à l'heure, en tous les cas pour les syndicats, par le Premier ministre. Ils estiment qu'ils n'ont pas été entendus et pardonnez-moi, même qu'ils ont été, entre guillemets, baladés. Lourdeur administrative, retard, entrave. Quelle Europe vous leur proposez ? D'abord, moi, en 2020, au Parlement européen, dans les négociations, je me suis mobilisée personnellement pour sécuriser le budget de la politique agricole commune, globale, mais a fortiori pour les agriculteurs français. C'est 10 milliards d'euros chaque année qui vont aux agriculteurs français. C'est important et c'est pas rien de l'avoir négocié. Un grand contributeur aussi, il faut le dire. La France. Mais on est contributeur net, oui. On contribue au budget européen, on en reçoit beaucoup aussi. Je le dis, la politique agricole commune, c'est 10 milliards d'euros par an. En contribution nette, de manière générale, la France donne 9 milliards au budget européen. Et au total, l'Europe nous rapporte combien ? Plus de 124 milliards d'euros chaque année au titre du marché intérieur, donc c'est-à-dire les échanges commerciaux. Donc oui, l'Europe, c'est un projet positif et économiquement, la France, elle est gagnante. Et nos agriculteurs, moi, je ne veux pas opposer les agriculteurs à l'Europe. Je suis fille d'agriculteur, ça a été beaucoup dit, et je sais combien l'Europe apporte à nos agriculteurs, et je sais combien nos agriculteurs apportent à notre modèle et à l'Union européenne. Donc, on a sécurisé le budget de la politique agricole commune. Moi, je voudrais quand même dire que j'entends certains opposants à l'extrême droite et à la droite notamment, qui courent les plateaux télé en disant la politique agricole commune sur la manière dont elle a été négociée, sur les modalités, elle n'est pas bonne. C'est de l'hypocrisie absolue. Ils l'ont voté, cette politique agricole commune, mais ils votent pas par ailleurs, donc ils votent les contraintes, mais ils veulent pas le budget qui va avec. Donc cette PAC, on l'a sécurisée en budget, on l'a négociée, elle est plus verte, plus rémunératrice pour les agriculteurs. Après, j'entends la colère du monde agricole, je l'ai entendue en France, parfois ailleurs aussi en Europe, je l'entends en Mayenne, là où je suis. Répondez. Et on y répond. Je vous donne juste une question concrète. Par exemple, vous dites, et vous avez un héritage, si je puis dire, familial et une histoire familiale, mais est-ce que l'Europe que vous proposez, Valérie Ayé, c'est celle du Green Deal, celle du poulet ukrainien, de certains accords de libre-échange validés par votre groupe Renew, notamment avec, je pense, au Kenya ou au Chili? Est-ce que c'est cette Europe-là qu'il faut proposer aux agriculteurs? C'est l'Europe qui vient et qui accompagne le monde agricole avec des aides pour la politique agricole commune, avec une simplification administrative, c'est fondamental, c'est un serpent de mer, enfin on avance et on a des propositions concrètes qui sont sur la table. C'est l'Europe de la lutte contre la concurrence déloyale, en interne en Europe, mais aussi par rapport aux produits qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. On partait de loin, avec de très loin. Les clauses miroirs, pour l'instant, c'est des clauses fictives. Alors, la réciprocité, on est en train d'y travailler. Il faut simplement avoir à l'esprit que l'Union européenne, oui, c'est compliqué. Mais c'est compliqué pourquoi ? Parce qu'on négocie à 27 et que
il faut qu'on puisse tirer la corde, entre guillemets, de notre côté et faire porter la voix de la France. On y arrive, on a changé la donne depuis 2019 sur les accords de commerce, c'est la même chose. Aujourd'hui, en fait, il y a des bons accords, il y a des mauvais accords. Les mauvais accords, exemple, le fameux accord Mercosur avec les pays d'Amérique latine, le Brésil, l'Argentine, c'est un mauvais accord. Donc on a dit non parce qu'il est dangereux pour nos agriculteurs. Et il y a des bons accords, c'est les accords de nouvelle génération qui permettent de protéger nos filières. Exemple, CETA, qui va être soumis au Sénat ce jeudi. Le CETA, là aussi, on a un excédent commercial avec le CETA. Les agriculteurs ont besoin d'exporter. Je vous donne un exemple. Moi, je viens de la Mayenne. Oui. Je viens de la Mayenne. Mes parents sont agriculteurs. Il y a une laiterie qui s'appelle Belle, je ne vais pas faire la publicité, mais qui s'appelle Belle en Mayenne, qui compte 700 exploitations qui livrent dans cette laiterie dans les pays de la Loire. C'est 12 000 emplois à la clé. Les exploitants qui livrent chez Belle, ils font par exemple du kiri, que tout le monde connaît, et ils exportent au Japon ou ailleurs dans le monde. Vous allez expliquer à ces exploitants, à ces producteurs laitiers qu'on va fermer les opportunités commerciales. C'est quoi la suite pour eux? Donc c'est cette réalité-là aussi qu'il faut rappeler. Les nouveaux accords de commerce sur lesquels on est en train de travailler, c'est respect des accords de Paris, meilleure protection de nos filières, et voilà, c'est vraiment ce qu'on Donc des bons et des mauvais accords, dites-vous. Valérie, et dans les sondages, la liste de Jordan Bardella tutoie les 27 ou parfois les 30% d'intention de vote. Vous accusez un certain retard. Il est vrai, là, ces derniers jours, il s'est un peu restreint. Quelle est votre stratégie pour contrer un tel retard? Est-ce que c'est encore possible? D'abord, parler d'Europe. Vous parlez beaucoup de RN, surtout. On parle d'Europe. Écoutez, moi, je parle d'Europe. Parfois, on me dit que quand je parle pas du RN, on me ramène au RN. Et quand je parle du RN, on me dit vous parlez que de l'extrême droite. Parlez d'Europe. Nous, dans cette campagne, on veut parler d'Europe aux Français. C'est pas le cas d'une partie de nos oppositions. Et puis, la première des choses à faire, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs semaines, c'est rappeler notre bilan. Je vous rappelle que nous, majorité présidentielle, on est 23 députés dans mon groupe politique. Le Rassemblement national, c'est combien de députés? C'est 23. C'est quoi leur bilan? Nous, on a protégé l'emploi des Français avec le plan de relance, l'extrême droite s'y est opposée. On a protégé le pouvoir d'achat des Français avec la réforme du marché européen de l'énergie. L'extrême droite veut sortir de ce marché européen de l'énergie. On a protégé la santé des Français avec la production de vaccins. L'extrême droite voulait des vaccins russes, Spoutnik. On protège les droits des femmes, par exemple, les salaires, les enjeux d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. L'extrême droite s'oppose. Madame, si votre bilan est si bon, pourquoi les intentions de vote sont si hautes pour le Rassemblement national? On n'a pas commencé la campagne aujourd'hui, on s'y lance et clairement, c'est quel est notre bilan? Deux, quelle est notre proposition et notre vision pour le projet européen? C'est ce qu'on va aller expliquer et dire aux Français dans les prochaines semaines. Est-ce que vous expliquerez aussi votre comparaison, je vous demande de le faire ce matin, entre Marine Le Pen et Daladier, qui a fortement interpellé? C'est vrai qu'on se dit, est-ce que vous saviez que Daladier a été mobilisé dès août 44, qu'il a été mobilisé comme simple soldat, qu'il a combattu 4 ans dans les tranchées, qu'il a connu Verdun, et que je pense qu'en termes de leçons de courage, il n'a pas grand-chose à apprendre. Comment vous est venue cette comparaison à l'esprit? Comment vous êtes-elle venue? L'idée, c'était pas de comparer les acteurs, mais les décisions. Si vous reprenez mon discours, j'ai évoqué les mêmes débats, les mêmes mots, les mêmes arguments. C'est-à-dire à vouloir promettre la paix, ils ont importé la guerre. Aujourd'hui, on a un débat, dans le débat français et européen, entre ceux qui prétendent que la guerre en Ukraine n'a aucune incidence sur nous et sans aucun risque de remettre en cause notre indépendance, et nous qui sommes absolument convaincus, parce que c'est la réalité des choses, que la sécurité de l'Ukraine, c'est notre sécurité, et qu'il faut ne pas tomber dans le renoncement. Mais si je vous entends bien, il y aurait un camp de la raison, ce serait vous, et un camp de la déraison, voire de la collaboration, ce serait le Rassemblement national, les Insoumis et Reconquête? Un camp du renoncement et de la capitulation. Vos mots sont forts quand même. Écoutez, pour des élus. D'abord, on connaît les liens entre notamment l'extrême droite et la Russie de Vladimir Poutine. Ces liens, ils ont été documentés, pas par moi, ils ont été documentés par une commission d'enquête à l'Assemblée nationale, présidée par un député Rassemblement national, qui conclut au fait que l'extrême droite est la courroie de transmission du Kremlin. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont vos confrères du Washington Post qui révèlent ça aussi. Est-ce que vous le diriez aujourd'hui, Valérie Ayé, parce que depuis l'invasion de l'Ukraine, les positions ont été très tranchées? Non, les positions ne sont absolument pas tranchées. Il y a une ambiguïté. Écoutez, moi je vois les votes de l'extrême droite au Parlement européen.
À chaque fois, on soutient Vladimir Poutine. À chaque fois, pas de soutien à l'Ukraine. Alors évidemment, maintenant, dans les discours, ça c'est les positions, ils ont le soutien à Vladimir Poutine honteux. Mais regardons les votes, c'est ça la réalité. Et un dernier point aussi pour illustrer ces votes. Au lendemain de l'assassinat d'Alexeï Navalny, l'extrême droite a pleuré des larmes de crocodile. Mais jamais ils ont soutenu une de nos résolutions appelant à la libération d'Alexeï Navalny. Est-ce que cette rhétorique, plus largement, je reviens aux références aux années 30, est-ce qu'elle est efficace quand on voit le score du RN depuis d'ailleurs l'élection d'Emmanuel Macron? Il faut dire aux Français quelle est la réalité des positions des uns et des autres. C'est l'enjeu de cette campagne. Est-ce qu'il faut pour ça utiliser l'histoire selon vous? Le moment est grave. Pourquoi est-il grave? Il faut ne pas, parce qu'on a une guerre aux portes de l'Union européenne, parce que Vladimir Poutine nous menace. C'est aux confins de l'Europe, Madame Ayé. Mais c'est aux portes de l'Union européenne. Vladimir Poutine nous menace. Il menace directement, évidemment, l'Ukraine qui se défend pour nos valeurs, et Vladimir Poutine nous menace également. Quand on voit les tentatives de manipulation de nos opinions publiques, la désinformation, les fameuses étoiles juives qui ont été taguées sur les murs de Paris au lendemain des attaques du 7 octobre. On sait aujourd'hui que ce sont les services du Kremlin qui ont fait ça. Pourquoi? Pour atteindre nos démocraties, pour nous diviser. C'est ça la menace qui pèse sur nous. Vladimir Poutine veut s'attaquer à notre modèle démocratique, et c'est-à-dire s'attaquer à nos libertés fondamentales, à la liberté d'expression, au droit d'aimer qui on veut dans nos démocraties. Donc c'est ça qu'il faut aussi préserver. Vous venez d'évoquer l'antisémitisme, Valérie Ayé. Hier, au dîner du CRIF, Emmanuel Macron a évoqué l'histoire de l'antisémitisme en France, donc la généalogie de l'antisémitisme. Et clairement, il vise de son point de vue les racines, dit-il en tous les cas, ou pense-t-il, antisémites du parti de Marine Le Pen. Moi, je me demande aujourd'hui, quel est l'antisémitisme qui menace les Français de confession juive, selon vous? D'abord, je voudrais dire tout mon soutien à la communauté juive. On voit aujourd'hui l'illustration encore du temps grave dans lequel on est. Je crois qu'il y a 3 niveaux ou 3 sources d'antisémitisme, comme l'a rappelé le président de la République, les racines historiques de l'extrême droite qui sont encore présentes aujourd'hui, l'antisémitisme, je dirais, d'extrême gauche qui se nourrit de la situation au Proche-Orient, et puis l'antisémitisme du terrorisme islamiste qui tue les juifs parce qu'ils sont juifs. Donc plein soutien, soyons lucides sur la gravité du moment et sur les attaques vis-à-vis de la communauté juive, et plein soutien évidemment aux Juifs de France et d'ailleurs. J'en viens aux élections européennes avec vos différents adversaires, entre guillemets. D'ailleurs, est-il un adversaire ou pas? En affichant une proximité politique avec Raphaël Glucksmann, Valérie Ayé, que recherchez-vous? Est-ce que vous cherchez à capter cet électorat social-démocrate centre-gauche, à lui manger la laine sur le dos? D'abord, vous l'avez relevé, j'ai dit au début de la campagne que le candidat socialiste vote beaucoup de choses avec nous. C'est la réalité. Ça lui a pas plu, c'est la réalité de la configuration du Parlement européen avec ses logiques de compromis. Et maintenant, évidemment, on n'est pas raccord sur tout, on n'est pas d'accord sur tout. Quand on parle du quotidien des Français, on a des différences qui sont majeures. Si on parle d'immigration, moi j'assume de voter le pacte asile et migration pour répondre aux problématiques migratoires. Le candidat socialiste refuse de soutenir ce texte, alors même que son propre groupe politique le soutient. Sur les questions énergétiques, je suis pro-nucléaire. J'ai pas trop compris la position de Raphaël Glucksmann sur ces sujets-là parce qu'il s'est opposé à un texte qui soutient les petits réacteurs nucléaires au Parlement européen. Et puis, sur les questions de justice fiscale, il veut taxer les riches. Moi, je pense qu'il faut que ce serait une erreur de le considérer à l'échelle nationale ou même européenne, parce que ces riches, ils vont partir à Dubaï, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, ayons une réflexion à l'échelle internationale. Ce matin, c'est un adversaire. Et dernière chose, il y a aussi une vérité politique. Laquelle? Raphaël Glucksmann, il est de gauche, et vous? Soutient la NUPES. Oui. Il soutient la NUPES. Et on ne peut pas, pour les européennes, être pro-Ukraine, et puis pour les législatives, être pro-Mélenchon et pro-Poutine. Raphaël Glucksmann est de gauche, et vous? Moi, je suis centriste, profondément macroniste, avec cette vision pro-européenne, pragmatique, de l'ambition et la réalité du terrain. Raphaël Glucksmann qui a affirmé, Valérie Ayé, qu'il ne viendrait pas sur CNews pour le débat organisé à l'occasion du scrutin des européennes. Je voudrais avoir votre avis sur ce sujet et puis vous poser directement la question. Je crois que vous n'avez pas encore répondu. On est là aujourd'hui à poser cette question. Est-ce que vous serez présente à ce débat que nous allons organiser avec évidemment les têtes de liste? Je vous le dis, je serai présente. Moi, je parle à tout le monde et la démocratie, c'est le débat, donc présente avec plaisir. La démocratie, c'est le débat, c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire
Vous estimez, et là encore je pose une question la plus ouverte possible, qu'en ne se rendant pas dans un débat, est-ce que c'est une entaille, une entorse à la vie démocratique et à la pluralité qu'il faut mettre en avant? C'est sa décision, c'est la décision personnelle des candidats. Moi, je pense qu'il faut parler à tout le monde et je répondrai favorablement à toutes les invitations qui permettent un débat structuré dans les règles de la démocratie. Donc je vous dis rendez-vous très bientôt. À très bientôt. Merci Valérie Ayé, c'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1. Merci à vous.